effectivement, j'ai un itinéraire un peu particulier. Actuellement, professionnellement, je fais l'ingénierie de la formation avec, surtout, on va dire, de la recherche appliquée, formation pour adultes. Mais dans un précédent métier, je venais de la médiation des patrimoines et à ce titre, j'avais rencontré effectivement le travail de Lévi-Strauss et quelques autres comme du Mésil et l'interprétation, on va dire, des textes mythologiques, l'interprétation des textes littéraires, mais aussi des patrimoines populaires. Donc c'est à ce titre que j'interviens ici puisque je suis quand même chercheur associé au laboratoire Eliade à Besançon sur ces thèmes qui sont dans le prolongement de ma thèse, à savoir l'interprétation des signes anciens. Voilà. Alors, il y a quand même un point commun entre mes deux axes de recherche, dont l'axe professionnel, c'est de prendre en compte la place centrale des signes et de leur interprétation sur la base d'un constat qui est celui de leur négligence ou de leur transparence postulée. Mon cheminement suit donc une direction inverse à celle du tournant ontologique, que je découvre un peu d'ailleurs, dont il est question ici, puisqu'il s'agit dans tous les cas de mieux prendre en compte la question du sens, donc de la compréhension de ces signes dans les activités humaines. Alors, je vais tenter de montrer que cette négligence de la réalité propre aux signes, qui inclut bien sûr la langue, mais pas seulement, pour construire directement une ontologie, et dans le cas d'historien, une réalité historique, géographique ou sociale, antérieure aux signes et pouvant parfois, selon eux, déterminer les signes eux-mêmes, elle est très présente dans la doxa de ces disciplines historiques. Notamment à travers l'exemple de la, alors, avec des parenthèses, reconstruction de la supposée langue indo-européenne originelle et des récits qui y sont liés. Alors toutefois, la démonstration de l'analyse sémantique permet de s'appuyer sur aussi l'évolution récente des neurosciences et des sciences cognitives pour confirmer, tenter de confirmer, dans une réflexion épistémologique, la place centrale des réalités sémiotiques dans toute activité humaine, actuelle ou passée. Alors, je vais commencer par un élément, un témoignage historique qui a une grande importance dans notre culture française et chez tous les historiens de l'Antiquité, qui est le fameux, en tout cas pour ceux qui s'y intéressent, témoignage de Jules César sur les dieux gaulois. Alors, c'est à dessein que je prends cet exemple-là, puisque les dieux ne sont pas des réalités directement observables. Il se trouve que des générations d'historiens ont argumenté pour fonder la valeur, non pas tant du propos de César, que la valeur de la position de Jules César en tant que témoin historique. En l'occurrence, on a essayé d'expliquer que César, ayant été en contact direct avec les Gaulois et les Druides pendant la guerre des Gaules, ce qui n'est pas le meilleur moyen, en l'occurrence la conquête, de faire de l'immersion linguistique ou ethnographique. Quoi qu'il en soit, il aurait rencontré les Druides et on a argumenté pour dire son témoignage est direct, donc c'est le plus valable. Or, César, au début du livre 6, fait une digression et il parle des Gaulois, de leur société, il parle des Druides, de leur religion, etc., ce qui constitue un des rares textes un peu conséquents de quelques pages sur ces aspects de la culture celtique pré-romaine. Et César nous dit que le dieu qu'ils honorent le plus est Mercure. Donc déjà, il donne des noms romains. Ses statues sont les plus nombreuses. Il le considère comme l'inventeur de tous les arts, etc. Après lui, ils adorent Apollon, Mars, Jupiter et Minerve. Et surtout, César dit, ils se font de ces dieux à peu près la même idée que les autres peuples. Apollon guérit les maladies, Minerve enseigne les principes des travaux manuels, Jupiter est le maître des cieux, etc., etc. Donc, à partir de cette structure en 5 termes, Mercure, Apollon, Mars, Jupiter, des générations d'historiens ont essayé de classifier les noms de dieux qui, eux, sont gaulois et sur lesquels on n'a pas beaucoup d'autres indications que quelques approximations étymologiques, puisque la langue gauloise est une langue celtique, mais reste quand même mal connue. La question que je pose ici, c'est qu'au fond, et bien sûr, c'est une idée qui a été présentée par François Rastier, à quelle réalité César réfère-t-il? En fait, il réfère à sa doxa, notamment quand il dit « ils se font de ces dieux à peu près à la même idée que les autres peuples ». Et cette idée que l'on ne réfère pas à une réalité, en l'occurrence la structure du panthéon telle que pouvaient se la représenter ou les populations gauloises ou les druides qui sont les savants, mais qu'au fond, César se contente de prêter aux Gaulois
sa propre vision des dieux, du panthéon, applique un changement de perspective qui n'est pas sans conséquence, bien entendu, sur la recherche historique. Alors là, je ne fais que problématiser un aspect qui est ambigu, puisqu'encore une fois, les dieux ne sont pas une réalité ontologique, mais on conviendra assez bien qu'ils sont en quelque sorte des formes sémantiques que l'on peut identifier au sein de récits. Il y a un autre sujet qui est important que l'on rencontre quand on s'intéresse aux études anciennes, antiques, et notamment aux études celtiques. Dans les études celtiques, je mets l'étude des langues celtiques, des textes mythologiques irlandais et gallois, et des bribes de langues et des vestiges archéologiques qui nous sont parvenus de la proto-histoire pré-chrétienne, donc du secteur du domaine gaulois, entre autres. Donc, il se trouve que depuis le 19e siècle, un certain nombre de savants, dans la lignée de la nouvelle grammaire au 19e siècle, ont voulu reconstruire une langue indo-européenne supposée originelle à partir des éléments communs observés entre les langues classiques, latin, grec, mais aussi le sanskrit, etc. etc. On a identifié assez tardivement le caractère indo-européen, donc appartenant à la même famille des langues celtiques. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans cette tradition, on a considéré que les éléments communs dérivaient forcément d'une langue mère indo-européenne originelle, et fort de ces éléments de lexique reconstitués, à partir de ressemblances morphologiques, phonétiques, parfois, mais plus rarement, clairement sémantiques, on a construit des nomenclatures nous donnant des indications sur la végétation, les valeurs, l'organisation sociale, etc., etc. De très grands noms de la linguistique comme Benveniste qui sont associés, Dumézil aussi pour l'aspect mythologique. Et à partir de cette nomenclature, on a essayé de définir l'être de ces populations et même de situer leur foyer, leur origine géographique. Et il y a sur ce sujet-là des débats incessants que j'ai repris, que je ne prendrai pas en détail ici, mais que j'ai bien analysé dans l'article qui a été cité. Il y a quand même un cas intéressant concernant la mythologie et qui est un cas assez polémique puisqu'il a quand même laissé une mémoire assez particulière ici à Lyon. C'est le cas du linguiste indo-européaniste Jean Audry, dont il faut signaler tout de suite qu'il a eu un positionnement idéologique très particulier, puisqu'il était clairement situé à l'extrême droite, hein, et ce qui a d'ailleurs été à l'origine d'une polémique et d'une enquête d'un ministère dans les années 90. Mais il a produit un ouvrage qui a été très bien édité, qui a été édité donc aux éditions Arquet les Belles Lettres, et qui s'appelait La religion cosmique des Indo-Européens en 1987. Dans cet ouvrage, à partir de l'idée basée sur l'étymologie indo-européenne du mot Dieu, cette idée que le caractère céleste des dieux des mythologies de cette famille induit une observation du ciel, puisque les dieux seraient des êtres diurnes et célestes, il a essayé de partir en quête de l'origine géographique de la fameuse tripartition dumésilienne. Vous savez, cette idée que les panthéons, ou peut-être même les sociétés, seraient organisées en trois grands ordres, trois grandes castes, sur le modèle indien en fait, une caste de savants, les brahmanes, les druides, une caste de guerriers, et les castes inférieures de producteurs, agriculteurs, commerçants, etc. Pour Audry, cette tripartition tire son origine de l'observation des trois cieux, puisque les dieux sont célestes. Le ciel diurne, lumineux et blanc, aurait inspiré les dieux de la première fonction, donc celle du savoir, du droit, de la sagesse. Le ciel nocturne obscur aurait inspiré l'idée des dieux inférieurs et des castes inférieures, donc la troisième fonction, la prospérité, l'agriculture. Et le ciel rouge du lever et du coucher du soleil aurait inspiré l'idée guerrière de la seconde fonction, à cause de cette notion de passage, de transition et de la symbolique de la couleur rouge. Mais surtout, chez Audry, donc, la construction d'une analogie entre le cycle journalier, le jour, la nuit, et le cycle annuel été-hiver, est chez lui le prétexte à la conception d'une nécessité, d'une observation, d'une année réelle équivalent à un jour.
il la situe dans l'extrême nord, au-delà du cercle polaire, où, vous le savez, on peut avoir un jour qui dure plusieurs mois et une nuit qui dure plusieurs mois. Et il en déduit que les concepteurs premiers de la tripartition du mésilienne avaient forcément une connaissance de ces observations géographiques situées dans le Grand Nord. Donc on comprend bien qu'il exclut l'idée strictement sémantique d'une analogie entre le jour et l'année. Il faut que les ancêtres indo-européens aient bien vu une année comme un jour, physiquement, donc c'est une ontologie d'une certaine manière. Il en tire ensuite des arguments pour cette théorie de l'origine nordique des Indo-Européens, avec même des considérations raciales, la valorisation supposée des cheveux blonds associés à la blancheur du ciel diurne, etc., etc., etc. Alors, cette ontologie, qui, dans la théorie d'Audry, est liée à la nécessité d'une observation d'un réel qui serait antérieur à la construction d'un sens, qui est d'ailleurs réduit à la dimension référentielle de l'observation astronomique. Et, comme je l'ai dit, l'idée de processus spécifiquement sémantique, explicitant les jeux d'analogie entre le jour et l'année, n'est pas envisagée. Son disciple, Philippe Jouet, qui au début des années 90 a soutenu sa thèse ici à Lyon, donc à Lyon 3, sous la direction de Jean Audry, a appliqué assez directement cette structure, cette théorie à un corpus irlandais. Alors là, j'arrive sur le travail que j'ai fait dans ma propre thèse, puisque c'est mon domaine d'expertise, que les corpus irlandais médiévaux. Donc en Irlande, vous le savez peut-être, à partir de la christianisation, mais pas seulement dans les cercles religieux, les Irlandais se sont mis à écrire beaucoup, à compiler d'immenses manuscrits, de traités de droit, de récits, de chroniques plus ou moins historiques, et des textes aussi mythologiques, qui ont clairement été perçus comme pré-chrétiens, comme étant en quelque sorte leur Ancien Testament. Et on y reconnaît effectivement des dieux avec des noms et des étymologies celtiques, avec parfois des correspondances, ainsi du dieu Lugh, qui a donné son nom en Gaule aux nombreux Lugdunum, dont la ville de Lyon. Donc, j'ai procédé à une analyse sémantique dans ma thèse, avec les méthodes et les outils de la sémantique interprétative, sur tout un corpus, dont quelques textes explicites, donc je parle de textes bien sûr irlandais médiévaux, au sein desquels les points cardinaux sont associés au cycle journalier et sur la base d'analogies sociales, dans lesquelles on va retrouver finalement la tripartition du mésilienne. Le lever du soleil est associé à l'est, ce qui va de soi d'un point de vue physique, donc ontologique, mais par un jeu analogique, va être associé à la prospérité. Alors, je vais quand même faire bouger un petit peu ma diapositive. Voilà, c'est un petit tableau qui représente une synthèse de ce que j'ai fait, je le montrerai après. L'idée, c'était de décrire comment, d'un point de vue sémantique, les sèmes de l'élément comparant, ici les points cardinaux et les cycles journaliers, affaires, c'est-à-dire sont transposés sur l'élément comparé, en l'occurrence l'organisation sociale. Et la description sémantique permet de montrer que l'analogie est un phénomène sémantique. Je reviendrai sur ces aspects-là. Donc, le lever est associé à l'Est et par une analogie à la prospérité, via le thème de la naissance, de ce qui survient, avec des textes très explicites dans lesquels on nous explique que c'est à l'Est que se trouvent les marchés avec de nombreuses fournitures, victuailles, production artisanale, etc. Le midi, qui est associé au sud, y compris sur le plan linguistique, comme en français midi, dans les langues celtiques, est assimilé plutôt à la force, mais la force harmonieuse, celle du chevalier protecteur. Au coucher du soleil, à l'ouest, est associée la science et la sagesse. C'est la fin d'un cycle de vie. Et une accumulation d'un parcours, d'un itinéraire symbolisé par celui du soleil. Quant à la nuit, elle est associée au froid, au nord et à la force brutale. Si on se rappelle les analogies de Audry, donc le lever et le coucher du soleil devraient relever de la seconde fonction guerrière. Ici, c'est exactement le contraire. Et le midi, le ciel lumineux devrait correspondre à la première fonction, la sagesse. Ce n'est pas le cas ici. C'est un des aspects de la deuxième fonction guerrière, harmonieuse, avec son opposé. J'ai pu montrer aussi l'existence dans les textes
dans un corpus étendu sur plusieurs siècles et avec d'autres thématiques, d'un prolongement de ce système sémantique au cycle annuel. C'est-à-dire que les fêtes irlandaises qui se déroulent à chaque trimestre, en quelque sorte, sont associées à des points géographiques de la province mythique qui représente le centre et qui résume l'Irlande. Et donc, il y a encore une analogie entre des lieux, des points cardinaux, et des moments de la saison, de l'année. Donc, on retrouve bien les fonctions analysées par Dumézil dans le temps et dans l'espace, mais de façon très différente au système très spéculatif de Jean Audry et de son disciple. Les oppositions et les associations différentielles ainsi que les analogies suffisent par elles-mêmes à expliquer en synchronie le fonctionnement sémantique du système, sans qu'il soit nécessaire de chercher une origine historique et géographique qui serait déterminée par une ontologie. Au contraire, c'est bien le réel qui est interprété et classé selon un système sémantique propre à une culture. Surtout, comme je l'ai évoqué, le processus différentiel explique les oppositions et les analogies. On reconnaît ces jeux d'opposition, les analogies étant des associations, mais qui présupposent une différence. Le système observé dans les textes et l'intertexte se retrouve dans la langue, d'ailleurs, puisque les noms des points cardinaux dans les langues celtiques reprennent, par exemple, dans plusieurs langues celtiques, minuit désigne aussi le nord, etc. etc. Et cela permet d'ailleurs, pour les bribes de vocabulaire gaulois, qui est une langue qui a en partie disparu, de reconstituer, par comparaison, certains paradigmes de cette langue. Alors là, je fais un petit saut du côté des neurosciences avec lesquelles je m'efforce d'être en dialogue dans ma pratique professionnelle, puisque je fais de l'ingénierie de la formation et je trouve que la question du langage en général et des signes et de leur interprétation est un peu trop esquivée. On a tendance à penser que le cerveau humain est un ordinateur qui enregistre des informations, que ce soit dans la formation professionnelle ou dans les matières plus générales. Et je suis en dialogue avec une équipe de neurologues praticiens de ville qui travaillent sur les troubles des fonctions exécutives et qui rencontrent le problème du langage, ce qui est intéressant parce qu'il y a une ouverture et voilà, nombre d'entre eux constatent que lorsqu'ils butent sur le problème du langage, ils ne peuvent pas tout ramener à l'aspect en quelque sorte mécanique des fonctions exécutives. Et pourtant, lorsqu'ils se posent la question du langage, ils se basent sur leur conception de la langue, qui est souvent une conception scolaire. Alors, ici, j'emprunte l'expression de balisage épistémologique à David Piotrowski. Je ne suis pas assez spécialiste de ces débats avec les cognitivistes et les neurologues. Néanmoins, il me semble qu'il y a une tendance aujourd'hui qui se fait jour, qui est assez claire, qui consiste à ne plus affirmer la détermination du langage par un substrat biologique et par une évolution du cerveau qui aurait des explications autres, mais au contraire à prendre en compte très sérieusement, comme un élément de l'évolution, les interactions entre le langage et le cerveau. Alors évidemment, à la base de cela, il y a le travail initié par François Rastier, des sémantiques et recherches cognitives. J'ai évoqué celui de David Piotrowski. Alors, hop, je vais quand même avancer mon petit, voilà, pour que vous ayez quelques références sous les yeux. David Piotrowski, donc sa somme phénoménalité et objectivité linguistique qui relate ses travaux sur l'observation électroencéphalographique des stimuli linguistiques. Je pense aussi au travail de Christophe Cusimano qui apporte un point de vue de linguiste et de sémanticien à l'analyse des tests de diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Donc, les tests en tout cas qui sont basés sur des questions linguistiques. Il pose ainsi dans langage et neurologie la question des interactions langage et mémoire. Alors, je vais me limiter à un constat, c'est un domaine très très vaste, hein, je ne peux pas tout aborder ici, et ça suppose des expertises d'ailleurs que je n'ai pas complètement, mais on voit bien que l'hypothèse chomskienne d'une détermination du langage par l'existence postulée d'un organe spécifique, et donc par un héritage génétique qui conditionnerait l'acquisition d'une langue culturelle dès la naissance, est aujourd'hui assez contestée. La tendance qui semble se dessiner, à mon avis, c'est celle de la prise en compte de la réalité d'un traitement particulier du langage par le cerveau humain. Le langage n'est pas traité comme d'autres phénomènes de perception, par exemple,
et qui se caractériserait par une interaction plus que par une détermination de l'un par l'autre. Alors, je signale que dès la fin des années 90, dans une synthèse qui vient d'être éditée d'ailleurs en 2022, le psychologue cognitiviste Michael Tomasello accordait une place centrale au langage dans le développement de la cognition chez l'enfant. À ses yeux, la communication linguistique est incontournable dans la transmission des savoirs et la construction des catégories cognitives et l'apport des interactions sociales dans la variation des perspectives. Il conclut ses recherches, et son ouvrage est assez abondant, par l'affirmation que, c'est la citation que j'ai reproduite ici, « Nous sommes dans la culture comme des poissons dans l'eau. Il est impossible de nous débarrasser de nos lunettes culturelles. L'homme vit dans un monde de langage, de mathématiques, de monnaie, de gouvernement, d'éducation, de sciences et de religion, autant d'institutions culturelles faites de conventions culturelles. Cela nous fait évidemment penser, pour ceux qui en sont familiers, à la reconfiguration du triangle sémiotique proposé par François Rastier, qui place l'univers des signes entre le cerveau humain et le monde des phénomènes physiques, tant et si bien que le monde des signes dans lequel vit et évolue et s'éduque l'être humain fait écran d'une certaine façon avec le monde des phénomènes physiques auxquels nous n'aurions ainsi pas accès directement, sauf quand nous nous cognons la tête contre une porte ou un mur, évidemment. Alors plus récemment, c'est une publication de 2019 et de 2022 en France, dans la Symphonie inachevée de Darwin. Kevin Lalande propose une vaste synthèse sur l'apparition du phénomène culturel en général dans le cadre de la théorie de l'évolution. Alors, dans sa théorie, le langage joue une place centrale dans la diversification et la complexification des cultures humaines. Il s'appuie notamment sur des expérimentations et observations des langages animaux pour souligner les différences avec le langage humain. Donc, selon lui, à partir de son apparition, les interactions langage-cerveau impliquent une coévolution entre les gènes et la culture. Le langage n'est donc pas seulement le produit d'une évolution du cerveau, mais le cerveau s'adapte à l'évolution du langage et des besoins culturels de transmission qu'il permet. De plus, le langage a une place centrale dans les phénomènes de transmission. Je prends un exemple parce que c'est un ouvrage assez abondant avec de nombreuses citations qui seraient à analyser. Dès lors qu'on s'engage sur la voie de l'enseignement, dit-il dans une perspective évolutionniste, le langage est de loin le moyen le plus efficace de s'y prendre. C'est pourquoi la quasi-totalité de l'enseignement dans les sociétés humaines passe par son utilisation. De plus, le langage élargit l'éventail des phénomènes qui peuvent être enseignés et permet de transmettre des concepts abstraits dont la compréhension peut améliorer considérablement les performances de l'élève. Le langage permet de se rapporter au passé et à l'avenir, ainsi qu'à des événements ou des objets lointains. Il ouvre ainsi de nouveaux domaines à l'enseignement. Là aussi, cela nous renvoie à la théorie des zones anthropiques de François Rastier, où le langage justement humain permet de représenter ce qui n'est pas présent, y compris ce qui est éloigné géographiquement et dans le temps, voire d'autres mondes imaginaires. Et à travers de nombreuses expériences et rappels, Kevin Lalande montre que nos cousins, les grands chimpanzés, sont incapables de formuler des phrases sur ce qui n'est pas en présence et sur ce qui ne les concerne pas directement en termes, par exemple, d'alimentation. Alors, voilà, ces constats et expérimentations sur l'efficacité par l'économie d'effort cognitif du langage humain sont rapprochés aussi de l'hypothèse de son rôle dans l'économie cognitive qui favoriserait la mémorisation chez le psychologue Alain Fleury. Alors, je signale juste au passage, parce que je ne suis pas spécialiste du travail de Descola, même si j'avais découvert il y a assez longtemps par de la nature et culture, la question pourrait se poser des théories cognitives auxquelles il fait référence il y a une vingtaine d'années, compte tenu de l'évolution de celle-ci qui manifestement replace le langage au centre de l'activité humaine et des interactions langage-cerveau. Donc, je finirai par quelques perspectives qui vont guider mon travail, en l'occurrence non professionnel, mais néanmoins passionné pour les années à venir, puisque je prépare un ouvrage dans le cadre duquel je revisite le corpus folklorique de Van Gennep. Alors, je peux tracer ici quelques perspectives. L'analyse sémantique, à mes yeux, me paraît tout d'abord nécessaire pour mieux comprendre les signes anciens parvenus jusqu'à nous.
Elle permet notamment de bien faire le départ entre ce qui relève d'un système de valeurs culturelles qui contraint tout énoncé et des informations sur le réel historique qui relèvent d'un autre ordre, précisément celle que recherche l'historien. L'analyse du système de valeurs, qui est inscrit dans la langue et dans les énoncés, dans les textes, dans les corpus, en tant que description d'une doxa ou d'une idéologie propre à un groupe culturel, est en soi une information historique qui a toute sa place parmi celles d'ordre, par exemple, économique ou social. L'analyse sémantique est aussi nécessaire pour caractériser le caractère spécifiquement culturel d'un objet historique ou ethnographique dès lors que l'on admet que le langage est bien au cœur de notre humanité. La description d'une forme sémantique et de son attestation dans un corpus situé dans l'espace et dans le temps confirme à son tour son partage et donc son statut culturel au sens commun de partage dans une société donnée. Un poème qui reste dans un tiroir n'est que partiellement un événement culturel. Il le devient dès lors qu'il est repris et mémorisé. Ainsi des techniques, des récits, des proverbes, etc. Le thème devient culturel au sens de socialement partagé et transmis dès lors qu'il devient topos, un actant lorsqu'il devient agoniste, acteur emblématique, et une association de thèmes et actants lorsqu'ils deviennent des motifs récurrents dans des récits épiques ou mythologiques. La prise en compte donc, de ces deux critères permet non seulement de décrire les contenus des corpus, mais aussi de mieux les organiser en distinguant ce qui relève du culturel et ce qui peut relever, notamment dans les corpus archéologiques, de l'indiciel. Je vais prendre, pour finir, deux brefs exemples. En archéologie, nous avons des signes sans parole. Par exemple, le caractère répété et systématique de l'association au contexte funéraire d'objets mobiliers. Je prends l'exemple de la civilisation campaniforme au 3e millénaire avant l'ère commune, où on trouve systématiquement associé dans les tombes des gobelets, des poignards, des stèles et des flèches et des variations. Cela permet de caractériser une intention symbolique et son partage à une vaste échelle spatiale et temporelle, laquelle fonde à son tour la légitimité d'une interprétation avec l'outillage sémiotique. Les motifs artistiques de l'art celtique qui sont abstraits et très peu figuratifs et donc peu identifiables et qui ne sont pas accompagnés de paroles de commentaires et dont les proto-historiens débattent du caractère décoratif ou symbolique, eh bien, par l'observation d'associations et d'oppositions systématiques, on peut dès lors rendre possible une analyse sémantique et confirmer leur caractère intentionnel. Voilà. Alors, par ailleurs, en archéologie, il est quand même assez facile de distinguer entre des faits indiciels et des traces de poteaux de construction, par exemple, et par ailleurs des faits symboliques compte tenu du contexte, par exemple des traces de rites funéraires ou de culte. Alors, si j'ai encore peut-être 10 minutes pour finir sur un exemple qui va rejoindre un peu la problématique des corpus chez des scolas, puisque je revisite actuellement le corpus rassemblé, le corpus folklorique français rassemblé par Arnold van Gennep pendant toute la première moitié du XXe siècle, qui n'a été que partiellement publié, qui est très vaste. Ces classifications, donc à Arnold van Gennep, qui est l'inventeur de la notion de rite de passage, ces classifications sont souvent basées sur la description des faits matériels du rite de passage. Ainsi, il classe séparément les reines de mai, qui sont des jeunes filles nubiles, dans la tradition populaire. Il les classe séparément selon qu'elles sont mobiles ou immobiles, et il les distingue des rites encadrés par l'Église, qui a consacré le mois de mai à la Vierge Marie. Il ne les met que rarement en relation avec des rites concernant les jeunes garçons qui, eux, sont non pas fleuris, mais couverts de feuilles et de mousse. On les appelle les feuillus, dans le Jura, le feuillabo. Alors, l'analyse sémantique des thèmes et la prise en compte des dynamiques différentielles permet d'identifier des topos récurrents, de caractériser une activité sémantique à travers les jeux d'opposition. On peut opposer les jeunes reines nubiles aux fiancés qui font l'objet d'un charivari, qui sont emmaillolés par les conscrits qui y mettent des branches d'arbres sous leurs fenêtres. Il y a une opposition à l'échelle de l'année entre les jeunes filles de mai et les Catherinettes, les vieilles filles de novembre, et puis l'opposition masculin-féminin entre les reines fleuries et les jeunes garçons feuillus. Tout ça permet de réorganiser le corpus, d'une part en revisitant le catalogue des thèmes, et d'autre part l'organisation des cycles et des rites, puisque, par exemple, Van Gennep
à séparer les feux des chevanes populaires qui se déroulent au temps de carnaval, entre février et mars, dans le temps qui précède Pâques. Mais quand on les analyse d'un point de vue thématique et du point de vue de leur scénario, de leur structure actentielle, ces rites des chevanes du temps de carnaval répondent par inversion au rite des feux du cycle de Noël, ce que Roger n'avait pas vu, ce que permet l'analyse sémantique. Voilà. Donc l'idée, c'est mieux comprendre le sens et les contenus investis et leur structuration par un système de valeurs. Voilà. Donc je finirai sur ces quelques perspectives et donc cette idée que c'est la prise en compte de ces deux principes, une analyse sémantique et l'observation des processus différentiels, d'une part, et d'autre part, l'observation dans de vastes corpus du fait que ces formes sémantiques et systèmes de valeurs ont été partagés dans l'espace et dans le temps, qui me paraît essentiel. Et encore une fois, une lecture plus ou moins attentive des travaux actuels des neurologues et cognitivistes permet de replacer le langage au centre des activités humaines, qu'elles aient été exprimées ou non dans des textes, dans des récits. Voilà. Merci.